Bonsoir et bienvenue à notre 6e mercredi découverte. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin, coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000 de l'Université de Montréal, où je m'implique depuis 2016. Pour moi, les projets éphémères, c'est un lieu de rencontre et de partage unique, où l'on a la chance d'apprendre à notre rythme et de côtoyer une biodiversité tant animale que végétale. C'est un oasis urbain qui est unique pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est le sol que l'on y cultive. Donc, c'est un site qui a été décontaminé et qu'on a rebâti avec du gravier compacté. Donc, vous pouvez vous imaginer que peu de légumes poussent sur du gravier compacté. Donc, les pionniers du site ont développé une technique de culture pour bâtir notre sol et nous cultivons assis sur des planches surélevées et un peu en bac aussi. Donc, le sol et la contamination du sol sont des sujets centraux de notre pratique en agriculture urbaine. Mais avant d'entrer plus en profondeur dans le sujet ce soir, je vous rappelle que quelques-uns de nos partenaires sont toujours à la recherche de bénévoles. Donc, ils ont des offres de bénévolat. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à projetéphémère1000@gmail.com. L'adresse est écrite dans les commentaires. Puis, je vais pouvoir vous mettre en lien avec l'organisme approprié selon vos disponibilités, selon vos intérêts. Je vous rappelle aussi que pour le moment, le site est réservé uniquement aux jardiniers et aux apiculteurs, étant donné la crise sanitaire. Et dès que la situation va s'améliorer, on va vous réinviter et partager le site avec plaisir. Donc, je souhaite prendre le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, qui est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. Donc, j'en profite aussi pour remercier mes collègues de l'Université de Montréal qui travaillent dans l'ombre ce soir, Marie-Ève Ouellette qui répond à vos questions sur le chat et Émir Chouchan qui supervise la plateforme technique. Donc, merci à vous. La semaine dernière, on a parlé d'astronomie via une constellation de conférences nommée Astro 1000. Si vous souhaitez voir les enregistrements, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du Campus 1000 ainsi que sur la page Facebook du Campus 1000. Ce soir, on va continuer à explorer la science, mais on va déplacer notre focus de l'astrophysique à la biologie. Plus particulièrement, on va parler des sols, une ressource vivante qui est si précieuse pour notre alimentation et nos pratiques d'agriculture. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre conférencière du soir, Esther Lapierre. Bonsoir, Esther. Bonsoir, merci de m'accueillir. Esther est titulaire d'un baccalauréat en sciences biologiques, spécialisée en biologie moléculaire et biotechnologie de l'UQAM, ainsi qu'une maîtrise à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. C'est une membre fondatrice et présidente du conseil d'administration de Phytoaction. Elle s'intéresse à la recherche de solutions faisant appel, entre autres, à l'usage des phytotechnologies pour résoudre des problèmes environnementaux. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à écrire vos commentaires, vos questions sur la page pendant la conférence, puis on va avoir des questions pour répondre à vos questions tout au long de la conférence. Esther, je te laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Sarah. Donc, ce soir, je vais vous parler des sols contaminés et des façons vertes de les revitaliser s'il y a lieu. Donc, premièrement, je voudrais juste faire une petite notice et rappeler que moi-même, en tant qu'auteur, ainsi que toutes les organisations qui sont associées, on souligne l'importance de s'adresser à des experts et de se conformer aux politiques en vigueur en matière de sols contaminés et on se dissocie de la responsabilité suite à un mauvais usage. Alors, maintenant, on peut commencer. Donc, le plan de la présentation ce soir, la première partie, je vais vous parler brièvement, très brièvement, de qu'est-ce que c'est le sol, les composants du sol, l'aspect biotique. En deuxième partie, on va vraiment aller plus au cœur de la contamination et de la réglementation des sols contaminés en ville.
Et la troisième partie, ma préférée, on va parler des plantes, on va parler de biologie végétale, du verdissement, des phytotechnologies. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que le sol? Donc, le sol se définit comme un matériau minéral et organique amalgamé ensemble qui va produire une matrice sur laquelle les plantes vont pousser. C'est important de dire que c'est une matrice qui est dynamique, qui change avec le temps, avec les organismes qui sont associés. Ici, sur la diapositive, on voit un schéma typique d'un pédon de sol divisé en horizons dans lequel on peut voir le système racinaire et malheureusement pas les micro-organismes. Et donc, dans la diapositive suivante, je vais vous parler un peu plus des composantes abiotiques et biotiques. Donc, la matrice du sol qui est solide est constituée d'une matière minérale et organique qui va être en association avec une composante qui va être liquide et gazeuse, la solution du sol, l'eau dans le sol. Et en association aussi avec les organismes qui y vivent. Donc, on parle de macrofaune, mésofaune, microfaune, particulièrement les bactéries et les champignons qui vont revenir souvent ce soir. Si on regarde, par exemple, la classification canadienne des sols, le sol est très complexe et je dis le sol, mais il faudrait dire les sols. Par exemple, dans la classification canadienne, on a 5 grands groupes de sols qui sont eux-mêmes divisés en 10 ordres. Ces ordres-là sont divisés en sous-groupes et ces sous-groupes-là sont divisés en familles de sols. Donc, voilà, c'était mon introduction. Quand on regarde les paramètres physico-chimiques des sols, il y a plusieurs facteurs vraiment importants qui vont avoir une incidence importante sur la fertilité, par exemple, sur les propriétés physico-chimiques des sols et sur la disponibilité des contaminants et pour les plantes. Donc, on va parler premièrement de la granulométrie des sols. La granulométrie va être déterminée par les particules qui constituent le sol. Donc, on voit ici dans l'écran le gravier, le sable, le limon et l'argile avec des grosseurs très différentes. C'est très important de connaître la granulométrie du sol quand on fait une étude, par exemple, de fertilité, puisque ça va induire des différences dans la grosseur des pores, par exemple, les micropores et les macropores du sol, qui sont des interstices dans lesquels l'eau va circuler dans le sol pour aller être drainée, par exemple, plus rapidement ou être conservée à l'intérieur du sol. Et ça va avoir une incidence vraiment importante sur les autres paramètres physico-chimiques du sol. Par exemple, la CEC, qui est la capacité d'échange cationique. Très simple à comprendre. On voit ici dans la diapositive une particule de sol, la tache brune, en anglais. Désolée, j'ai plusieurs images en anglais. Donc, la particule de sol ici a une charge négative. Et sur cette particule de sol-là, on voit qu'il y a ici des ions. Il y a calcium, hydrogène, aluminium, magnésium, manganèse qui sont accrochés après cette particule-là, qui ont une charge positive. On dit que ces ions-là sont absorbés sur la particule. À ce moment-là, ils ne sont pas dans la solution du sol, ils sont collés sur le gravier, sable, argile, etc. Et donc, la capacité d'échange cationique, ça détermine la capacité du sol à échanger ces ions-là avec la solution du sol, qui est l'eau. Et ces ions-là doivent être dans la solution pour que ce soit accessible aux plantes, mais également au lessivage et à la percolation dans le sol. Un facteur important, ça va être le pH aussi. Si on regarde la diapositive suivante, j'ai une table du pH. On voit, par exemple, différents éléments du sol comme le fer, par exemple, le cuivre, qui sont très solubles en pH un peu plus acide. Et on voit aussi que quand on va plus dans le pH basique, certains éléments comme le fer, encore une fois, est vraiment très peu disponible. Donc, en milieu basique, le fer va être absorbé sur les particules très fortement. Et donc, il est immobile. Et le fait qu'il ne soit pas mobile dans la solution du sol, il n'est pas disponible. Donc, ici, on a aussi les classes texturales. Donc, on a ici une charte, en fait, du pourcentage d'argile, de sable et de limon. Et donc, avec le pH et la classe texturale, on peut déterminer la fertilité du sol, en plus des paramètres physico-chimiques et puis la teneur en éléments traces. Parlant d'éléments traces,
la diapositive suivante, j'aimerais bien démystifier l'importance des mots comme éléments traces, macronutriments, micronutriments, métaux et contaminants. Donc, c'est des mots qui sont souvent interchangeables, qui sont souvent utilisés les uns pour les autres, mais qui, en fait, c'est très important de faire la distinction. Ici, dans le tableau, j'ai les éléments qui sont essentiels à la croissance des plantes. On voit les macronutriments d'un côté et les micronutriments de l'autre. Dans les macronutriments, ceux qu'on retrouve, par exemple, sur les bouteilles de fertilisants, on retrouve souvent, par exemple, l'hydrogène, l'azote, pardon, l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont souvent sur les bouteilles de fertilisants que les plantes ont besoin en plus grande quantité. À l'inverse, on a les micronutriments qui sont des éléments traces, qui sont souvent aussi des métaux, qui vont avoir des fonctions biologiques importantes pour les organismes, dont nous, et qu'une quantité vraiment minime peut induire des effets très néfastes dans le cas d'un métal qu'on considère comme un métal lourd, les métaux lourds. Donc, les métaux sont des micronutriments. Les micronutriments sont aussi des éléments traces, mais peuvent aussi être des contaminants. Mais tous les éléments traces ne sont pas des micronutriments. Je ne sais pas si ça fait du sens. Donc, la positive suivante. Les éléments traces versus les métaux lourds, mais je viens de l'expliquer très, très rapidement. Les métaux lourds, par exemple, vont passer au plomb, cadmium, arsenic. C'est des éléments qu'une infime quantité va induire des effets néfastes sur les individus exposés. Alors que les autres éléments traces, comme l'aluminium, le zinc, le cuivre, le calcium, là, on va parler plutôt de la dose à laquelle cet élément-là induit une toxicité. On va parler d'un seuil de toxicité qui est beaucoup plus élevé que le seuil de toxicité, par exemple, avec le cadmium, qu'une infime quantité induit une réponse néfaste. Quand même, si je prends l'exemple du cuivre, le cuivre, on l'utilise souvent comme fongicide pour contrôler les pathogènes dans les cultures de plantes. Ici, où ce que j'habite en Colombie-Britannique, c'est interdit sur les tablettes pour les particuliers parce que le cuivre, une fois que c'est laissé dans les cours d'eau, c'est excessivement toxique pour la vie aquatique. Très dangereux pour les crustacés, par exemple. Donc, on a un très bon exemple ici d'éléments traces et de doses-réponses à des niveaux toxiques. Alors, c'était ma brève introduction sur le sol. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si on a des questions du public par rapport à la différence entre les éléments traces, c'est ça. En fait, il n'y a pas encore de questions du public par rapport à ben, tu as bien expliqué la différence. Oui. On peut continuer. Parfait. Donc, je vais passer à la diapositive suivante, la deuxième partie. On va comprendre un peu mieux la contamination. Qu'est-ce qu'on sous-entend par contamination, qui peut être des éléments traces, qui peuvent être aussi des ou non des contaminants en fonction du seuil. Pardon. La contamination peut être des éléments traces, et c'est une question de seuil. On va y arriver bientôt. Donc, comprendre la contamination, c'est vraiment important en milieu urbain pour être capable de la gérer. Il y a souvent la contamination métallique, mais davantage encore qu'on retrouve à Montréal, c'est les composés pétrochimiques. La liste est très longue. On peut penser, par exemple, si on regarde les produits pétrochimiques, on peut voir l'asphalte, qui est vraiment l'asphalte qui est très lourde, qui se dégrade très, très, très lentement, jusqu'aux composés très volatiles, comme dans l'essence, par exemple, quand on peut sentir les effluves d'essence, ça peut enflammer une pièce. On a des composés qui sont très lourds, très volatiles. Et donc, ces produits-là, en fonction de la complexité des molécules, peuvent être des contaminants plus ou moins persistants dans l'environnement. Par exemple, dans le sol, certaines cires, les additifs qui sont dans l'huile à moteur, qui sont parfois des métaux lourds aussi,
Il y a toutes sortes de la térébenthine, il y a toutes sortes de molécules différentes issues des produits pétrochimiques qui sont généralement ce qu'on retrouve le plus souvent en milieu urbain et en milieu industriel. Les autres substances aussi, on peut penser à la peinture, aux solvants, les retardateurs de flamme qui sont très persistants dans l'environnement, encore une fois. Donc, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur les composants de la contamination. Mais par contre, c'est très important d'identifier les sources. C'est important, est-ce que savoir si, quand on a affaire à la contamination, est-ce que c'est une source qui est ponctuelle, donc qui arrive de façon récurrente? Est-ce que c'est de la contamination qui est ancienne? Par exemple, si on a une ancienne station d'essence qui est plus en service et on sait que le sol est contaminé depuis, je ne sais pas moi, 40 ans, et donc on sait que cette contamination, c'est de la vieille contamination qu'on doit gérer. Est-ce que c'est une contamination qui est diffuse, alors moins facilement quantifiable, comme le smog, comme le trafic automobile? Est-ce que c'est une contamination qui est directe, comme un déversement pétrolier? Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte quand on pense à la contamination pour être capable de la gérer et de la traiter si possible. Les exemples de contamination en ville, on a aussi les déchets industriels et les matières résiduelles comme les dépotoirs. On a beaucoup d'exemples. D'ailleurs, une fois, j'ai rencontré une biologiste à Montréal qui travaillait dans une ferme environnementale et sa principale tâche, c'était d'aller chercher dans les archives de la ville pour trouver dans le sol, pour avoir des archives sur les anciennes propriétés qui ont été là avant. Et elle a découvert des choses, mais insoupçonnées, comme des voitures empilées, remplies avec du remblai par-dessus. Les maisons ont été construites. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se sont passées dans les derniers siècles à Montréal, par exemple, et qu'on n'a pas nécessairement le registre et que ce n'est pas nécessairement apparent quand on regarde, par exemple, le parc Baldwin. Donc, il y a des façons d'aller chercher dans les archives pour trouver plus d'informations. D'autres exemples de contamination résidentielle aussi, ça va être la sonde d'incendie et les dépôts de charbon, qui sont également des choses qu'on n'a pas l'impression que ça existe, qu'on ne verra pas nécessairement, mais s'il y a eu un incendie, par exemple, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça concentre, toutes les cendres vont concentrer et relarguer les métaux, la peinture et toutes ces choses-là qui sont dans la maison à des concentrations peut-être toxiques dans le sol. C'est difficile de garder le suivi si on ne regarde pas, par exemple, les archives. À une époque révolue aussi, les dépôts de charbon, les gens déposaient la cendre, par exemple, dans leur cour. Sur la carte suivante, c'est la carte des terrains contaminés de Montréal. C'est les données ouvertes, donc c'est des données qui sont toutes accessibles. Il faut savoir aller les chercher. Le site de la ville est quand même bien fait pour aller accéder à ces informations-là. Ici, on a la carte d'environ 2000 sols qui sont enregistrés au registre des sols contaminés du ministère du Développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Donc, dans la diapositive suivante, on peut voir un portrait de la contamination par arrondissement. Et si vous remarquez, dans l'arrondissement de Ville-Marie et du Sud-Ouest, qui sont les plus anciens, les arrondissements industriels les plus anciens de la ville avec des accès directement à l'eau, comme le port de Montréal et le canal de la Chine, sont ceux qui présentent le plus grand nombre de terrains contaminés et qui sont peut-être plus problématiques par rapport aux terrains vagues aussi vacants. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un terrain est contaminé? Premièrement, il y a des indices. Dans une ville, par exemple, comme Montréal, il y a très peu de raisons pour lesquelles est-ce qu'un promoteur ne voudrait pas développer économiquement un terrain, mis à part le coût de décontamination. Si vous voyez un terrain vacant, ça ne veut pas dire qu'il est contaminé, mais il y a anguille sous roche. Donc, terrain vacant, ligne industrielle, présence d'usines, les déchets. Parfois, j'ai ce qui est mauvaise herbe aussi, friche, les terrains qui sont laissés à l'abandon, que personne s'en occupe. Généralement, il y a une raison pour ça. Ça peut être aussi la couleur du sol, comme quand on pense à un beau sol fertile, avec une belle couleur riche, avec des vers de terre, des insectes, de la vie. Là, on regarde un sol, puis c'est du remblai compacté ou c'est lessivé. Ça peut nous donner des indices.
surfaces négligées, et les odeurs louches. Si on marche, par exemple, dans le terrain privé du CN, je ne vous recommande pas de faire ça, mais on le sent parfois, l'odeur, on peut sentir des odeurs de pétrole. On le sent que ce terrain-là est non propice, on va dire, à l'agriculture. Donc, ça peut être des idées, mais ces terrains-là, si on regarde la diapositive suivante, ils ne sont pas laissés à l'abandon, ils sont quand même gérés par des règlements. Donc, il y a deux lois, bon, en fait, oui, ils sont dans l'abandon, mais ils sont encadrés. C'est un abandon contrôlé. Donc, il y a deux lois majeures au Québec. Il y a la loi sur la qualité de l'environnement qui englobe beaucoup plus que seulement les sols contaminés. C'est une loi majeure au Québec sur l'environnement. Et il y a également la politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés et son plan d'action. C'est sur cette loi-là que je vais me pencher aujourd'hui. Également, au niveau municipal, il y a des programmes de subventions qui sont disponibles en fonction des municipalités. Donc, si on regarde la diapositive suivante, la politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Dans la diapositive suivante, je vous montre les critères de contamination des sols. Donc, c'est les seuils acceptables de matières contaminantes en fonction de l'usage du sol. Donc, ça va déterminer le zonage du sol, le zonage du terrain. Ces critères-là vont de A, B, C et RESC. Donc, le critère A correspondrait à un sol, par exemple, un sol d'agriculture. Par exemple, on parle de bruit de fond, un sol très en santé. Le critère B, ça, c'est la concentration maximale acceptée pour les constructions résidentielles et pour les usages récréatifs, ainsi que les hôpitaux, écoles et garderies. Donc, le critère B. Le critère C, c'est là que ça devient un peu problématique. On parle de terrain à vocation commerciale et industrielle. Donc, je vais revenir là-dessus. Et donc, le dernier critère, c'est le critère RESC. Le RESC, c'est le critère acceptable, le seuil acceptable pour pouvoir prendre le sol du terrain contaminé et l'amener dans une zone d'enfouissement, un site d'enfouissement de terrain contaminé. Donc, le critère RESC, c'est le seuil maximal permis pour enfouir du sol contaminé et c'est la méthode la plus utilisée de décontamination de sol au Québec. On appelle ça, et au Canada, on appelle ça la méthode dig and dump. Donc, on va sur le terrain, on va aller retirer la portion supérieure avec les contaminants. On va l'acheminer au site d'enfouissement. On enterre et on remblaye avec des matériaux neufs, comme par exemple au Campus 1000, qui a été décontaminé. C'est une méthode très efficace, c'est une méthode qui est très coûteuse, mais ça déplace le terrain ailleurs quand on y pense, puisque ces terrains-là, ensuite de ça, sont décontaminés, mais le sol, lui, reste avec la même concentration de contaminants qu'à l'époque. C'est juste qu'on l'a déplacé. Donc, ça, c'est la méthode dig and dump. Donc, où est-ce qu'on a un problème? Je vais vous montrer la diapositive suivante, dans un exemple des différents critères de pollution des sols. Donc, j'ai le critère A, B et C ici, la valeur limite réglementaire. Et si je prends un exemple ici, le cuivre, j'aime beaucoup parler de cuivre de cadmium. Donc, le cuivre, si on regarde, je vais grossir un peu pour mieux voir. Ici, on a le critère A, 50 mg par kilogramme de cuivre par matière sèche, la concentration permise maximale. Quand on regarde le critère B, donc vocation résidentielle, on tombe à 100 mg par kilogramme de cuivre dans le sol. Et quand on regarde la valeur C, le critère pour l'industriel, le commercial, on tombe à 500 mg par kilogramme. Donc, si on fait le calcul, quand on veut passer d'un sol qui était, par exemple, une usine qui a fermé les portes et que cette usine-là, le sol n'est pas suffisamment contaminé pour qu'on pour qu'on le décontamine, c'est un sol à valeur industrielle qui respecte les valeurs, le seuil critère. Et donc,
on peut le laisser comme ça en espérant le revendre pour un autre industriel. Mais comme à Montréal, la période industrielle, je dirais, est quand même révolue. On se retrouve avec des terrains que personne ne veut acheter parce que pour changer le zonage, pour prendre ce terrain-là à vocation industrielle et le transformer en résidentiel, il va falloir décontaminer de 10 fois le seuil de cuivre, par exemple, dans cet exemple-là. Donc, ça crée une espèce de gap de terrain à vocation industrielle vacant que les gens n'ont pas nécessairement envie de décontaminer puis de changer la vocation et qui vont rester comme ça pendant des décennies, peut-être. On peut regarder avec l'exemple, la diapositive suivante. C'est un exemple similaire. Là, on regarde les hydrocarbures pétroliers. Encore une fois, là, on regarde, si je veux passer de la valeur limite d'un terrain industriel, par exemple, si je regarde le fluorène, 100 mg par kilogramme de matière sèche, mais là, si je veux complètement décontaminer ça, j'ai beaucoup de travail à faire. Et donc, les gens n'ont pas besoin de changer le zonage si ils font juste garder leur terrain. Puis, la ville est comme prise au piège avec tous ces terrains-là que les gens n'ont pas eu nécessairement l'obligation, on va dire, de décontaminer parce que ça respectait le zonage à l'époque. Et donc, là, on a un leg de sol contaminé qu'on ne sait pas vraiment quoi faire avec. Donc, voilà. Une autre chose que je voulais parler, je reviens plus haut, la diapositive sur les éléments traces. Ces valeurs-là, c'est des valeurs... je pense que la diapositive s'emballe. Si je regarde juste la diapositive avec les critères de pollution des sols, avec les éléments traces, je ne sais pas si ce que vous voyez, c'est la même diapositive que moi. Mais bon, si je regarde par exemple le cuivre avec 500 ppm pour de matière sèche, ça ne m'indique pas quelle est la fraction mobile de ce cuivre-là. Donc, c'est la valeur absolue d'un test de laboratoire. On extrait le cuivre, ça c'est la concentration dans le sol, mais ça ne m'indique pas quelle fraction de cette concentration-là, qu'est-ce qui est mobile dans le sol et accessible pour les plantes, ou qu'est-ce qui est vraiment la charge contaminante à laquelle on est exposé, par exemple, quand on va sur ce site-là. Donc, c'est la charge totale, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va être absorbé par les plantes en fonction des paramètres physico-chimiques du sol qu'on a vus ultérieurement. Donc, si je continue plus loin avec l'application de la loi de la qualité de l'environnement, je voulais juste mentionner ça pour rassurer certaines personnes. Ici, en jaune, on voit, c'est indiqué un propriétaire de terrain résidentiel qui est contaminé par du remblai historique n'est pas dans l'obligation de publier un avis de contamination et de faire la réhabilitation du sol. Donc, ça peut amener beaucoup de mauvaises surprises. Donc, c'est important peut-être, si on veut acheter un nouveau terrain, peut-être de procéder à une évaluation avant. Mais en même temps, ça protège aussi les gens qui habitent déjà là de ne pas payer des milliers de dollars si applicable. Donc, maintenant, je voulais vous montrer l'application Infolo. C'est un site web du gouvernement québécois. Je pense qu'ils ont changé leurs paramètres. Maintenant, on n'a plus accès à la contamination sur la version gratuite. Mais ce que ça permet de faire, ce site web-là, c'est vraiment de zoomer sur chacun des terrains au Québec. Ils sont tous là. On clique dessus, on peut voir le nom du lot, le numéro du lot, généralement le propriétaire du lot. Je ne sais pas dans la version gratuite. Par contre, on peut voir l'historique connu, la contamination qui a été inscrite au registre des sols contaminés s'il y a lieu. Donc, c'est un outil vraiment intéressant pour aller voir, par exemple, où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on va. Si on veut acheter une nouvelle maison, par exemple, on peut aller voir Infolo pour être plus sécurisé. La diapositive suivante, alors, je voulais parler un peu d'agriculture urbaine. Il n'y a pas de seuil spécifique, oui ou non,
faire de l'agriculture dans les terrains contaminés. Pas de critères par la loi qui sont définis. Cependant, c'est sûr que le critère A est souhaitable, pas de contamination. Cependant, bon, le critère B pour le résidentiel c'est acceptable et c'est pas censé être dangereux, sinon il faut procéder à des contaminations. Donc, le critère B est considéré acceptable. Il n'y a pas juste la contamination, par contre, qui pose problème en milieu urbain comme à Montréal. La contamination pose pour beaucoup, mais il y a aussi la dégradation du sol et la perte de fertilité, qui souvent vient s'amalgamer avec la contamination. Donc, premièrement, je voulais parler du compactage, de la salinité, qui est un facteur important au Québec, la perte de matière organique puis l'appauvrissement des sols en nutriments. Donc, la diapositive suivante, on voit un exemple ici de compactage. On a dans le sol non compacté, le sol naturel, on voit les interstices que je mentionnais au début, qui font passer l'eau, qui ruisselle dans le sol et qui génèrent un climat fertile pour les plantes et les micro-organismes. On voit que dans le sol compacté, tout est compacté ensemble comme du ciment, en fait. Et ça va vraiment diminuer l'infiltration de l'eau dans le sol. Et ça va augmenter aussi l'imperméabilité du sol et donc augmenter le ruissellement. Ça va aussi diminuer l'air dans le sol et ça va être difficile pour le développement racinaire et ou pour jardiner. Les surfaces imperméables en ville sont aussi un problème important qui n'est pas nécessairement associé à la contamination, mais qui va souvent de pair. On a des surfaces imperméables, on a de la pluie forte, on a de la poussière, on a de l'eau qui va ruisseler, qui va s'accumuler, qui va faire des accumulations d'eau, des inondations, qui va aller dans le système d'aqueduc, qui va parfois déborder lors de pluies fortes. Donc, les surfaces imperméables, dont les surfaces compactées, même si ce n'est pas couvert de bitume, mais un sol très, très, très dense, c'est un peu... moi, j'associe ça quand même avec une certaine forme de contamination. En tout cas, ça va souvent ensemble. Un autre problème aussi, c'est le sel. Dans la diapositive suivante, c'est une image de Google Maps. On voit ici une berge de Montréal qui aurait intérêt à être revégétalisée. Donc, on voit ici, on voit les dépôts, on voit le gravier ici, on voit les dépôts de sel, on voit ces salins. Trop de sel, c'est toxique pour les plantes, même si ce n'est pas un élément toxique pour nous. C'est très phytotoxique et ça va apporter des problèmes aussi, générer par exemple des espèces envahissantes. Si on regarde sur les pourtours d'autoroute, on voit beaucoup d'espèces envahissantes comme la phragmite, le grand roseau qu'on voit en bordure de route. C'est une espèce super invasive et qui compétitionne avec nos espèces indigènes. Et c'est majoritairement dû à des problèmes de sol et de salinité qui rendent le sol impropice à la survie, en fait, des plantes indigènes. Et les plantes invasives comme le roseau qui sont je ne vais pas dire acclimatées, qui performent mieux dans des conditions difficiles, comme avec une teneur élevée en sel, vont se multiplier puis devenir des problèmes. Dans la diapositive suivante, je vous montre davantage d'exemples de surfaces imperméables qui pourraient être végétalisées, peut-être pas au milieu de la route. Et on voit ici l'eau qui s'accumule dans les surfaces imperméables, qui n'est pas nécessairement une eau recommandée pour arroser ces plantes. Donc, même si ce n'est pas nécessairement du sol contaminé, on peut voir d'un coup d'œil assez rapidement que ça peut être une problématique d'avoir des zones imperméables où l'eau peut s'accumuler, entraîner des déchets, entraîner des poussières, des métaux de toit, de la rouille, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est un autre type de contamination, en milieu urbain particulièrement. Je voulais aussi mentionner rapidement par rapport à la salinité.
la salinité, les gens vont aussi parfois utiliser le sel comme pesticide, par exemple, comme pesticide ou pour herbicide, parce que ça va tuer les mauvaises herbes. Mais encore une fois, à Montréal, on a vraiment un problème de sel à cause du déglaçage, les accumulations de neige, les dépôts de neige, le ruissellement que ça va faire. Donc, je voulais juste mentionner le sel. Donc, c'était la section sur la contamination. Merci. Super intéressant. Oui, c'est ça, là, on est rendu avec des questions du public. Alors, c'est ça. Alors, Marie-Ève Ouellette nous demande s'il est possible de tester le sol soi-même. Oui, c'est possible de tester le sol. En fait, les protocoles sont faciles à suivre. Il y a des laboratoires qui se spécialisent dans la caractérisation des sols. On peut tester le sol, on peut tester la fertilité des sols, on peut tester la contamination dans les sols. Si je me rappelle bien, c'est autour d'une vingtaine ou une cinquantaine de dollars par échantillon en fonction de qu'est-ce qu'on veut tester. Et il y a une marche à suivre. On doit aller dans une certaine profondeur. On doit essayer de ne pas contaminer notre échantillon avec ses mains, par exemple. Donc, avec une certaine mesure, une certaine rigueur et de mise. Mais oui, c'est possible de contaminer son terrain, de tester la contamination dans son terrain. Donc, Esther, par rapport à tester nous-mêmes notre sol, est-ce que tu as un laboratoire que tu privilégies ou si moi je voulais aller tester mon sol demain, là, ce serait quoi ma marche à suivre? Il y en a un sur la rive sud. Je pense qu'on doit aller porter les échantillons soi-même au comptoir. Je ne sais pas en ce moment, avec la situation actuelle, qu'est-ce qui est ouvert ou qu'est-ce qu'ils acceptent. Ils ont changé de nom. Je pourrais aller les rechercher puis peut-être mettre le lien. À l'époque, ça s'appelait Environex. C'était sur la rive sud, à Longueuil, si je me rappelle bien. Et puis, au Brassard. Non, Longueuil. C'était à Longueuil. Et puis, donc, ils vont fournir un échantillon, un contenant de verre, par exemple, qui va contenir les échantillons d'hydrocarbures pétroliers. Et on fait juste le remplir de sol et on va le porter le plus rapidement possible pour que les échantillons soient frais. OK. Super, merci. Donc, on va passer à la Clémentine. La question de Clémentine. Comment peut-on savoir si notre sol est contaminé? Par exemple, si je veux faire un potager dans mon jardin. Bien, ça va être en faisant un test de sol. Ça va être, il faut aller creuser dans le sol à une certaine profondeur et ensuite de ça, envoyer l'échantillon dans un laboratoire. Et le laboratoire va fournir un guide avec tous les éléments qu'on va demander pour le test. Et mais là, on va avoir le critère. Donc, ça va dire, en fonction des critères reliés aux critères précédents, dans les diapositives précédentes, A, B, C, D, R, S, mais ils vont mentionner ils vont mentionner en fait la concentration qui est dans le sol correspond à quel critère. Et ça ne dit pas, par contre, qu'est-ce qui est disponible dans le sol ou non. Ça va être un autre type d'analyse. Et là, il faut demander les biodisponibles. Donc, quand ils vont faire une analyse de biodisponibles, au lieu de juste comme brûler l'échantillon, savoir la concentration, ils vont procéder avec des solutions d'acide de plus légères à très fortes. Ils vont aller solubiliser tranquillement les échantillons pour aller déloger les éléments métalliques, par exemple le cuivre. Et donc, on va aller le solubiliser tranquillement et puis ça va nous donner une idée de qu'est-ce qui est disponible pour les plantes dans la fraction totale de cuivre. Donc, c'est un petit peu plus rigoureux. Donc, le deuxième test, c'est plutôt au niveau de la fertilité du sol. Puis le premier test, c'est plutôt au niveau de la contamination. C'est bien ça? En fait, le deuxième test, c'est la contamination également, mais c'est qu'est-ce qui est disponible pour les plantes. Par exemple, si on s'inquiète, par exemple, de faire pousser une espèce de légume dans un terrain contaminé, les biodisponibles, ça va indiquer quelle fraction des contaminants, par exemple du cuivre, quelle fraction de l'élément trace, le cuivre, dans le sol, quelle fraction qui est mobile et qui est donc facilement absorbée par les végétaux. Et oui, c'est généralement utilisé pour la fertilité, parce que c'est important de savoir, par exemple, pour les carences, parce que généralement, on ne fait pas ces tests-là pour la contamination urbaine. Il n'y a pas tant de...
à Montréal, c'est un gros problème, là, mais généralement, effectivement, c'est plus pour la fertilité. Donc, on veut savoir, par exemple, l'élément cuivre qui est pas très mobile. Par exemple, on peut avoir une carence en cuivre. Donc, là, on va vouloir amender le sol avec des fertilisants qui contiennent un peu de cuivre, par exemple. Donc, les biodisponibles, c'est très important pour savoir, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre sol en lien avec les végétaux qui poussent dedans. Ça nous aide à avoir un portrait de ce qui se passe. Un meilleur portrait, en fait, que juste la contamination. OK, merci. Sabrina demande si, en effet, cela ne fait que déplacer le problème. Une fois que les sols contaminés ont été déplacés, est-ce que des traitements sont suivis pour l'assainir à l'endroit où il est déplacé? Si c'est un terrain d'enfouissement, ça s'arrête là. Si c'est un terrain où est-ce qu'on décontamine les sols, il y a des procédés industriels qui vont aller retirer les contaminants. Par exemple, encore une fois, avec des acides, on va aller déloger, par exemple, des éléments traces. Il y a aussi des façons de décontaminer qui me semblent efficaces, les biopiles. Donc, ils vont aller empiler des piles de sols contaminés avec souvent une bâche, par exemple, par-dessus. Ils vont injecter des micro-organismes et ils vont aussi injecter, par exemple, de l'aération, de l'air. Et là, on va aller comme dégrader les contaminants plus rapidement en faisant des biopiles. Donc, oui, il y a des procédés industriels qui peuvent fonctionner, par contre, qui sont très coûteux. Donc, ça dépend vraiment de la volonté de la personne qui est en charge de régler le problème de contamination. Est-ce qu'ils vont investir dans prendre le sol et le déplacer ou investir dans décontaminer complètement le sol et le reprendre et le remettre sur le site? Ou décontaminer in situ. Donc, dans ces méthodes-là, on va avoir une compagnie, par exemple, qui va venir injecter des composés dans le sol, comme des acides, qui vont venir dégrader les contaminants à même le sol. Mais là, on parle de prix encore plus... c'est encore plus dispendieux, en fait, que juste la méthode traditionnelle dig and dump. Donc, c'est vraiment une question économique. Merci. Benjamin nous demande, au niveau des contaminants, est-ce que le degré d'oxydation et ou la présence de complexes sont pris en compte? Oh, ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est par rapport à quand on fait l'analyse de sol ou juste est-ce que c'est pris en compte dans quel contexte? Donc, Benjamin, si c'est possible de spécifier la question, on va pouvoir répondre d'une meilleure façon. Donc, on va lui laisser le temps de répondre. En attendant, on peut retourner à Sabrina qui dit qu'étant donné notre climat et la condition, peu probable que l'on réduise l'utilisation du sel, quelles solutions peuvent être envisagées pour tout de même avoir des aires de plantation intéressantes en termes de biodiversité, performance écologique, etc.? C'est une excellente question. J'ai pas une réponse à ça. Je sais qu'il y a des substituts au sel. Par exemple, avec la betterave. Je sais qu'ici, on a à Victoria, il n'y a pas beaucoup de neige. Alors, le sel de déglaçage qu'on utilise, c'est composé beaucoup de sable, de gravier et puis une espèce de combiné de betterave qui serait moins toxique que le sel. Donc, il y a des substituts qu'on peut utiliser. Par contre, je n'ai pas assez de connaissances pour savoir c'est quoi les alternatives vraiment au Québec. Donc, Benjamin revient au niveau des contaminants. Est-ce que le degré d'oxydation ou la présence de complexes sont pris en compte dans les métaux? Si on fait juste une analyse de sol classique, je pense que non. Parce qu'on fait juste comme tout détruire puis aller vraiment savoir la concentration d'éléments traces. Par exemple, dans mon projet avec les sols contaminés, je ne savais pas exactement c'était quoi la forme chimique de l'élément dans le sol au moment où j'ai fait l'identification. Donc, pour savoir le degré d'oxydation, je pense pas que c'est pris en compte. Peut-être que je me trompe,
Mais au plus loin de mes connaissances, je me souviens pas d'avoir vu plus de spécifications sur la spécificité des éléments traces dans les analyses de sol. Donc, on continue la conversation avec Benjamin qui précise, c'est par rapport à la contamination des métaux dans le sol. Par exemple, on sait que l'aluminium a différentes activités en fonction du degré d'oxydation. Oui. Mais ouais, non, je me souviens pas d'avoir vu. C'est comme, est-ce que ça, c'est de l'aluminium avec quoi qui est associé? Parce que par exemple, l'aluminium, dans un pH qui est très acide, va être super mobile, par exemple, puis il va être très phytotoxique, on va dire. Par exemple, dans un milieu tropical, l'aluminium va être très problématique pour les plantes. Alors qu'ici, au Québec, l'aluminium, j'ai jamais entendu parler qu'il y ait une concentration phytotoxique jusqu'à maintenant. Donc, je sais que quand j'ai reçu, par exemple, moi, pour mes tests de sol, j'avais les valeurs de pH, j'allais avoir tous les métaux, mais mon analyse de sol était combinée avec celle du critère des sols contaminés du ministère. Donc, ce qu'on reçoit quand on reçoit une analyse de sol, c'est vraiment un copier-coller de l'analyse des sols du ministère, la grille de contamination, et est-ce qu'on est réglementaire ou non. Après ça, si on veut savoir davantage, ben là, il faut aller chercher plus loin. Par exemple, on peut faire des tests, par exemple, fertilité, tout ça, puis peut-être qu'on peut aller chercher plus loin avec, par exemple, un spectromètre de masse. Mais là, le spectromètre de masse, c'est pas ça qu'ils ont dans les laboratoires pour tester les sols. Ça devient plus complexe, on va dire, pour savoir l'espèce chimique. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. C'est juste moins standard, on va dire, de savoir c'est quoi l'espèce chimique de l'élément dans le sol. OK, merci. Tu parlais des types de sol, là, Amazonie versus au Québec. Est-ce qu'il y a un type de sol particulier au Québec dans le sud du Québec comme Montréal, avec un type de pH qui est plus répandu? Oui, ben au Québec, on a deux sols qui sont vraiment présents. En fait, on a les pas de sol qui sont plus au nord. Donc, quand on passe à la forêt boréale, le pas de sol, c'est vraiment un climat froid et humide. On a aussi le pas de sol vraiment à grandeur du Canada puis en Russie. Différents types de pas de sol. Donc, c'est un sol qui n'est pas très fertile. Comparativement, par exemple, au sol qu'on a dans la vallée du Saint-Laurent, qui va être un glissol très argileux, qui retient d'eau. La terre, la terre du vallée Saint-Laurent qui est très, très fertile. C'est un glissol, mais quand on regarde pas de sol, on voit que c'est plus acide. C'est sablonneux aussi. On va le voir quand on va marcher, par exemple, dans les Laurentides. Le sol est un peu plus jaunâtre, un peu, dans les forêts conifériennes. Fait que ça, c'est un pas de sol. On a aussi des sols organiques. Les sols organiques, c'est un sol qui a 30% et plus de matière organique, super acide, comme dans les tourbières. Donc, les tourbières, les milieux humides, on se retrouve avec des sols organiques. C'est un sol que l'horizon de matière organique va être très, très épaisse à cause de la lente décomposition des matières organiques. Donc, c'est des sols très riches aussi, qui sont souvent drainés pour faire de l'agriculture. Ça aussi, c'est un autre problème environnemental, le drainage des tourbières. On a beaucoup de pertes de milieux humides au Québec à cause que c'est un excellent sol pour l'agriculture. Merci. Donc, au niveau des questions pour cette période-ci, je pense qu'on a passé au travers. Donc, on peut passer à la prochaine. En fait, moi, j'aurais une dernière question. Donc là, quand on envoie notre test, donc on fait notre test, est-ce que c'est assez facile de lire les résultats du test pour savoir si on peut cultiver ou pas? C'est une excellente question. C'est facile quand on regarde les éléments traces, savoir si c'est contaminé ou non, par exemple, parce que là, c'est très clair. C'est la loi, c'est comme ça. C'est les critères A, B, C, et puis là, on voit techniquement si ça correspond. Qu'est-ce qui est compliqué, c'est quand on fait des tests de fertilité, savoir si notre sol est propice pour la culture la culture maraîchère. Et puis souvent,
souvent, ils vont faire des tests en fonction d'une espèce particulière. Par exemple, le laboratoire que je mentionnais, Environex, il va avoir, par exemple, une grille d'analyse de fertilité pour, je sais pas moi, la culture, là, j'invente, là, on va dire du soya. Et donc, on connaît les valeurs d'éléments traces et les seuils, par exemple, de pH dans lequel, par exemple, le soya va être le plus... je parle pas souvent en français, mais non, on dirait que je cherche mes mots. Vraiment. J'appelle mes amis, puis souvent, va être le plus productif. Donc, on va connaître les valeurs de pH, on va connaître les valeurs d'éléments traces et la fertilité du sol pour que, par exemple, la culture de soya soit la plus productive. Donc, si on ne connaît pas, par exemple, ce qu'on veut faire, la culture, si on ne connaît pas les végétaux qu'on veut faire pousser, c'est dans quoi le milieu qui pousse le mieux, c'est quoi les conditions auxquelles, par exemple, les fraises performent le mieux. Si on veut faire pousser des fraises et qu'on reçoit notre analyse de sol, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on regarde. Donc, il faut vraiment se documenter par rapport à la fertilité, c'est quoi le pH. C'est quoi la granulométrie? C'est un petit peu plus compliqué dans ce sens-là. pH, habituellement, on recherche une valeur entre 5,5 et 6,5, donc légèrement acide. Donc, les éléments sont plus mobiles pour les plantes. Ensuite de ça, la granulométrie, souvent les loams, donc un mélange sablonneux, pas trop argileux, qui ne retient pas trop d'eau. On parle souvent d'un sol qui draine bien, donc un loam qui va être plus propice. Ensuite de ça, on va souvent amender avec la matière organique. Mais oui, pour les tests de fertilité, c'est plus ardu à comprendre. Puis si j'ai une cour arrière avec de l'asphalte, je peux cultiver un jardin dessus. Oui. Est-ce que c'est possible de mettre du terreau directement sur mon asphalte puis de cultiver des plantes potagères là-dedans ou? On va y revenir. La prochaine section, je vais en parler plus en détail. Je ne sais pas si vous connaissez les légumes du bitume. Donc, à Montréal, il y a beaucoup d'effervescence en agriculture urbaine, toutes sortes de projets vraiment ingénieux. On peut les voir dans les ruelles vertes, les toits verts, il y a toutes sortes de projets qui se font. Puis il y a des gens qui font vraiment toutes sortes d'affaires, vraiment extraordinaires. Moi, personnellement, si ma course serait vraiment asphaltée, je pense que je préférerais mettre quelque chose entre mon asphalte et le sol, ou en bac, ou généralement juste désasphalter. Donc, on peut demander la permission, par exemple, du propriétaire pour aller retirer, ou sa propre cour, on peut aller retirer directement le bitume, puis reconstruire le sol à partir de là. C'est des possibilités qui peuvent se faire. Super, je vais te laisser nous parler de la troisième partie de ta présentation. Donc, la troisième partie, les plantes et la contamination. Donc, je voulais parler de la contamination organique et de la contamination métallique de façon distincte. Donc, je vais commencer par les éléments traces. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on parle des plantes comme quelque chose de vert et de pareil qui pousse. Mais en fait, chaque espèce végétale a comme on parlait tantôt, par exemple, la culture de soya, c'est quoi la fertilité à laquelle ces plantes-là sont les plus heureuses, on va dire. Chaque espèce végétale va avoir des dispositions à absorber et à transloquer des éléments différents d'une autre espèce. Donc, on va parler de plantes évitantes, indicatrices et de plantes hyperaccumulatrices en fonction de l'aptitude, l'habilité de la plante à absorber des éléments dans le sol et de l'envoyer dans les parties aériennes. Donc, en fonction de l'élément, on peut avoir, par exemple, une accumulation dans les racines. On peut également avoir par exemple, juste dans les racines et très peu dans la biomasse aérienne. On peut avoir une plante hyperaccumulatrice, par exemple, il y a une espèce de fougère en Asie, Pteris butata, qui absorbe des quantités
vraiment importante d'arsenic. Et c'est simplement que cette espèce-là a poussé dans des endroits où est-ce qu'il y avait eu des concentrations d'arsenic importantes dans le sol. Et ben, au fil de l'évolution, ben, cette plante-là, maintenant, elle pousse dans des conditions vraiment toxiques pour d'autres plantes et va accumuler l'arsenic dans ses parties aériennes. Et même que ça peut devenir un mécanisme contre l'herbivorie, donc devenir toxique. C'est un moyen pour les plantes de se protéger des herbivores. Généralement, les plantes sont souvent plus indicatrices que hyperaccumulatrices. Donc, il y a vraiment de la recherche pour aller chercher des espèces végétales qui vont avoir une spécificité avec certains éléments puis qui vont aller les rechercher pour la phytoremédiation. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais généralement, la quantité d'éléments traces dans les sols ne sera pas nécessairement corrélée avec ce qu'on retrouve dans les parties aériennes des plantes parce qu'elles ont des mécanismes physiologiques pour réguler ce qui entre et ce qui sort dans leur partie aérienne, dans leurs cellules. Pour ce qui est... ah oui, je voulais parler des récepteurs moléculaires et l'absorption passive et sélective. Tantôt, je vais vous montrer l'exemple du camion, puis on va voir un peu plus en détail l'importance des récepteurs moléculaires. Là, on a l'absorption passive et sélective. Donc, par exemple, l'absorption passive, c'est comme on disait tantôt, la solution du sol, qui contient des éléments traces qui vont juste entrer dans la barrière racinaire des plantes en fonction d'un gradient de concentration. C'est passif. Mais on a aussi de l'absorption sélective. Donc, les plantes vont avoir des récepteurs moléculaires qui vont aller chercher les éléments traces qui leur sont nécessaires ou qui vont avoir aussi des mécanismes dans le sol pour aller solubiliser des éléments. On va dire, je vais revenir au cuivre. Admettons que la plante a besoin de cuivre et que là, le cuivre est absorbé solidement sur une particule de sol. Les exudats racinaires de la plante peuvent être un peu plus acides et vont venir dégrader doucement les éléments traces du sol pour les rendre disponibles. Donc, les plantes ont leur propre mécanisme de régulation et souvent absorbés avec des champignons. Par exemple, si on a un système de racinaire de la plante, on va avoir, mettons que c'est le système racinaire de la plante, on va avoir les mycorhizes, les champignons associés aux plantes, qui vont venir augmenter la surface de contact avec leurs ifs, qui vont vraiment aller prendre avantage du sol environnant pour aller chercher les éléments traces, les nutriments, et qui en échange vont avoir parfois le sucre que les plantes génèrent par la photosynthèse. Et on va avoir un écosystème ici vraiment dynamique entre le sol, les plantes et les micro-organismes en association. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Et oui, je voulais montrer un exemple ici du cadmium. Dans la diapositive suivante, on voit, j'ai pris le cadmium. Ici, c'est la fiche du cadmium de l'INRS. C'est simplement, c'est une petite partie de la fiche, simplement pour vous montrer le cadmium qui est pas essentiel aux organismes et aux animaux. Donc, il n'y a pas de récepteur de cadmium chez les plantes, par exemple, chez nous, les humains. Par contre, le cadmium a des propriétés qui sont très similaires au calcium. Donc, qui lui permettent de traverser les barrières biologiques de s'accumuler dans les tissus. Donc, en raison des propriétés similaires entre le cadmium et le cadmium peut pénétrer dans les plantes et venir se loger à la place du calcium, ce qui induit une réponse néfaste à l'organisme. Ou nous, par exemple, si on mange des plantes qui sont pleines de cadmium. Et donc, on va absorber le cadmium à la place du calcium et c'est une des raisons pour laquelle c'est tellement toxique. Pas vraiment de cadmium, c'est très toxique. C'est un exemple extrême, c'est pour ça que j'aime l'utiliser. On ne s'inquiète pas avec le cadmium dans le sol. Et donc, je voulais attirer votre attention sur la phytodisponibilité. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt avec les paramètres physico-chimiques du sol. Donc, dépend d'un grand nombre de paramètres biogéochimiques liés à la nature du sol, au contexte microbiologique, aux formes chimiques du métal, comme notre ami a demandé tantôt, dans la solution du sol, associée à la phase solide,
Et en conséquence, la distribution du cadmium dans le système et sa toxicité ne peuvent pas s'exprimer simplement par la connaissance de la concentration totale de cet élément dans le milieu. Donc, ça revient à dire, c'est pas parce qu'on connaît la concentration totale d'un élément dans le sol qu'on connaît la partie qui est mobile, qui va être disponible, absorbée et transloquée dans les parties aériennes des plantes. C'est beaucoup plus complexe que ça en a de l'air pour déterminer ça. Et oui, effectivement, l'espèce chimique est importante. Voilà. Donc, l'agriculture urbaine et la contamination. Oh, j'ai oublié de parler des hydrocarbures pétroliers. Okay, je vais revenir, revenir à deux diapositives supérieures. Les plantes et la contamination. La contamination organique. Donc, les hydrocarbures pétroliers, les huiles, l'essence, il y a très peu d'évidence qui montrent que les plantes vont absorber et transloquer ces particules-là parce que c'est pas il n'y a pas de récepteurs membranaires pour ça. Et ça dépend vraiment, encore une fois, ça dépend vraiment des propriétés de la molécule. Il n'y a pas d'évidence que les plantes vont l'absorber et vont le transloquer dans les parties aériennes. Cependant, le système racinaire va être plus sensible et il y a possibilité que les hydrocarbures pétroliers plus légers, qui ont une affinité avec la membrane lipidique des plantes, qui peut avoir une certaine affinité et puis peut pénétrer à un certain degré dans les systèmes racinaires. Mais pas vraiment. C'est comme une peau. Il y a peu d'évidence que, par exemple, si j'ai de l'essence sur mes mains, que ça va aller à l'intérieur de la peau. Toutefois, il y a les dépositions aériennes qui seraient beaucoup plus problématiques. Donc, les plantes ne vont pas nécessairement absorber et transloquer des produits du pétrole, mais par contre, la déposition aérienne est souvent remise en cause. Les contaminants peuvent venir se coller, par exemple, sur la pelure des aliments. Donc, maintenant, je peux continuer sur l'agriculture urbaine et la contamination. Donc, la sensibilité des fruits et des légumes à la contamination. Les légumes feuilles seraient les plus sensibles, comme la laitue, par exemple. Il y a des études qui montrent que la laitue qui pousse en milieu contaminé va transloquer plus d'éléments traces dans les parties aériennes. Ensuite de ça, les légumes racines. Et en dernier lieu, les fruits et légumes fruits, comme les tomates, les framboises, les piments. Donc, les fruits des végétaux transloquent pas beaucoup d'éléments traces, comparativement aux feuilles et aux racines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire que le ratio d'éléments traces qui est transloqué vers les fruits est inférieur à ce qui est transloqué vers les feuilles et les racines. En cas de doute, ça revient avec la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait si on a une courbe bitumée? Éviter le contact entre le sol et le système racinaire, ça c'est la clé. Donc, favoriser l'agriculture en bac. Mettre une barrière physique entre le sol si on n'est pas certain si c'est contaminé ou non. Laver les aliments puis retirer la pelure, très important aussi, même à l'épicerie. Il y a des moyens, il y a beaucoup de documents en ligne sur l'agriculture urbaine et c'est mitigé, en fait. Les gens, et certaines personnes qui vont dire que même si c'est contaminé, les légumes ne vont pas l'être. Certaines personnes qui disent attention, risque de contamination. C'est un sujet qui est vraiment nébuleux, puis on repose sur des critères. Et comme on ne sait pas nécessairement ce qui se passe dans le sol, c'est vraiment sujet aux opinions puis au débat. Mais c'est mieux d'être safe puis d'essayer de vraiment éviter la contamination. Je voulais parler de la contamination atmosphérique. Selon ça c'est intéressant. Selon les études de la Direction de santé publique de Montréal, les contaminants atmosphériques représentent avant tout un risque pour la santé humaine lors de la présence prolongée et récurrente des agriculteurs urbains dans leurs jardins.
donc les contaminants atmosphériques. Et là, il continue en disant or, toute personne faisant des activités extérieures le long des mêmes voies de circulation est aussi soumise à ce risque. Donc, ça revient un peu au débat. Est-ce que c'est vraiment problématique de faire de l'agriculture urbaine en ville si c'est contaminé ou parce que juste le fait d'être là, en fait, on est exposé aux mêmes contaminants? Je ne me lancerai pas dans ce débat-là. Je veux juste que les gens soient safe. Il y a aussi, par rapport au débat, l'agriculture urbaine en terrain contaminé, c'est aussi beaucoup par rapport à la volonté politique des municipalités. Je voulais souligner l'exemple de Rosemont aussi. Ici, j'ai trois citations que j'ai prélevées qui datent, je pense, de 2019. Le maire de Rosemont est très... Ben, à l'époque, quand j'ai déménagé de Montréal en 2019, Rosemont, c'était la palme d'or du verdissement. Peut-être que ça a changé, mais il y avait beaucoup de projets d'agriculture urbaine à Rosemont. Et ce qui était spécial, c'était que c'était le maire qui voulait promouvoir ces projets-là. Et on a ici, ils disent ici... ce qui était spécial, oui, cette citation ici, on veut en avoir le cœur net sur le taux de contamination réel des terrains de la ville. On n'a aucune idée des craintes de la santé publique si elles sont fondées. Donc, c'est vraiment matière à réflexion puis à débat. Pas aujourd'hui qu'on va trancher de façon nette si c'est une bonne idée ou non de faire de l'agriculture urbaine en zone contaminée. C'est un beau sujet avec beaucoup de possibilités d'innovation, on va dire. Par rapport à ça, dans la prochaine diapositive, je voulais souligner le site web Cultive ta ville, qui est vraiment intéressant. C'est la grandeur du Québec. On peut cliquer sur les différentes villes et voir les projets qui sont faits. On voit ici, à Montréal, je pense qu'il y a comme environ 1600 projets, en fait, qu'on peut aller comme fouiller puis aller voir les réalisations. Et c'est exclusivement de l'agriculture urbaine. Donc, c'est 1500 projets qui sont même pas du verdissement, mais vraiment de l'agriculture urbaine. Donc, en plus du verdissement et tout ça, c'est vraiment un sujet tendance en ce moment, le verdissement en milieu urbain et pour plein de bonnes raisons qu'on va aborder maintenant. Donc, je voulais parler des jardins de pollinisateurs et d'insectes bénéfiques. Donc, si on a, par exemple, une série de trottoirs, par exemple, celle que j'ai montrée dans la photo tantôt avec une accumulation d'eau grise à l'intérieur, par exemple, si on a une série de trottoirs et qu'on retire le bitume parce qu'on a eu le permis de la ville et que c'est un projet qui est accepté, de faire une CI végétalisée, puis qu'on n'a pas nécessairement envie de faire des légumes, des fruits, des aliments comestibles, sachant que les fleurs, et les légumes et les fruits absorbent moins de contaminants, ont moins de contaminants. On peut faire des jardins du verdissement par le jardin de pollinisateurs et pour les insectes bénéfiques. Donc, ici, j'ai montré une échinacée, mais certaines personnes vont aussi faire des jardins avec des herbes médicinales. Il semblerait que les herbes accumulent pas beaucoup de contaminants. Donc, il y a d'autres alternatives qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement de l'agriculture urbaine, mais qui c'est du verdissement qui va avoir des répercussions bénéfiques sur les pollinisateurs. Et des trucs pour ça, bien, retirer l'asphalte. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment à Montréal là-dessus. On peut regarder, par exemple, les légumes du bitume. Incorporer des parcelles libres et accessibles aux insectes aussi, c'est important. Souvent, des pelouses puis de l'asphalte, c'est ce qu'on voit le plus souvent, mais avoir des parcelles de sol lousses où ce que les insectes fouisseurs peuvent aller faire des terriers, pondre leurs œufs, c'est important. Incorporer du bois non traité comme des souches aussi. On pense toujours à nettoyer pour que ça ait l'air vraiment propre et clean. Mais le vieux bois, c'est une ressource vraiment précieuse pour les insectes bénéfiques. Puis aussi, favoriser les espèces indigènes et puis planter des plantes hautes. Par exemple, j'ai mentionné la famille des carottes et du fenouil. Pour les coccinelles,
près de chez moi, il y a comme du panais qui pousse dans la rue, vraiment haut. Et cet été, c'était rempli de larves de coccinelles sauvages, dans le sens que c'était pas quelqu'un qui a mis les coccinelles là, elles ont juste été pondre leurs œufs là. On peut aussi incorporer des nichoirs pour les oiseaux, les chauves-souris aussi. On peut négliger les chauves-souris. Aller rechercher aussi qu'est-ce que les oiseaux, s'il y a des espèces d'oiseaux qu'on veut protéger, on peut aller chercher des plantes qui vont fournir des aliments pour ces espèces-là. Si on fait des pelouses aussi, varier les espèces, pas juste faire du pâturin Kentucky, le gazon répandu à grandeur. On peut aller mettre d'autres espèces de phytuques, mettre du trèfle, ajuster des légumineuses de différentes espèces aussi. Ici, des fois, on met sur les arbres, ils vont mettre des fèves. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Red Scarlet. C'est une super belle fleur rouge. C'est une fève. Ça va venir enrichir le sol et c'est joli et ça pousse vite. Ça va venir couvrir rapidement avec la verdure. Fait qu'il y a des façons de verdir et puis de faire des projets bénéfiques pour d'autres organismes que nous, même si c'est en terrain contaminé. Ici, j'ai la prochaine photo, ça c'est une photo que j'ai prise dans l'Est. C'est une ancienne station-service. La photo ne montre pas comment est-ce que c'était délabré et décrépit en arrière, mais ici on voit un espèce de jardin de pollinisateur spontané, j'appellerais ça. C'est rempli d'asclépiades qui sont l'espèce bénéfique pour les monarques. Donc, les monarques vont aller pondre leurs œufs sur les asclépiades. Les larves de monarques se nourrissent d'asclépiades. Ici, on voit il y a de l'asclépiade, il y a du trèfle. Ça foisonne de biodiversité et c'est sur un terrain abandonné là, avec une station-service rouillée en morceaux. Mais on voit quand même des choses comme ça qui poussent de façon spontanée sans intervention humaine. Le verdissement. Donc, la prochaine diapositive, je voulais attirer votre attention sur deux quartiers différents. Un quartier est considéré plus favorisé que l'autre. Et on peut voir la différence au niveau du verdissement. Donc, il y a un des deux quartiers qui c'est plus agréable de prendre une marche. On peut voir dans le quartier, la première photo, celle de gauche, celle de gauche. La première photo, on peut voir, c'est toutes les surfaces asphaltées. On voit, on a une cour d'école avec quoi, comme 4 arbres dedans. C'est que du bitume. Ça, c'est des îlots de chaleur. Il doit faire très chaud là-bas en ce moment. Alors que dans le quartier d'à côté, on voit vraiment la différence de la vue aérienne avec les arbres. On a des îlots de fraîcheur. On a un climat plus agréable. Et puis, je voulais attirer votre attention sur les bienfaits du verdissement, en fait, avec ces deux photos-là. Même si c'est un terrain qui est négligé, même si c'est un terrain qui est contaminé, les bénéfices du verdissement sont plus grands et vont au-delà de juste la contamination. On a beaucoup de bénéfices associés à ça, comme dans la diapositive suivante. La lutte des îlots de chaleur par la création d'îlots de fraîcheur avec des arbres, par exemple. Les feuilles des végétaux, si on fait un mur végétal, par exemple, les feuilles des végétaux ne vont pas jamais devenir aussi chaudes que la surface de bitume en arrière. Fait qu'on va diminuer par la couverture végétale, on va diminuer l'absorption de chaleur de ces surfaces-là. Et par le fait même, on va diminuer aussi le relâchement de la chaleur pendant la nuit, pendant des temps de canicule, par exemple. Diminution des particules dans l'air aussi. On parlait tantôt de la pollution atmosphérique, mais le fait de végétaliser, les particules atmosphériques vont venir se déposer sur les feuilles, par exemple. Fait que quand vont venir, les végétaux vont venir assainir l'air. En fait, ils sont des... Je sais pas comment je veux dire ça. Ils assainissent l'air par leur présence.
La diminution des surfaces imperméables, quand on revient avec l'exemple du saillie de trottoir avec des infiltrations d'eau. Si on augmente la porosité des villes, on augmente la captation des eaux pluviales, on diminue les problèmes de ruissellement des eaux usées, des eaux grises, et on diminue aussi les inondations dans le métro. La création de loisirs favorise l'activité extérieure, mais c'est beaucoup plus agréable de marcher, de prendre son temps d'être à l'extérieur de la maison quand on a un cadre, quand c'est juste un cadre bâti, que c'est comme un industriel avec pas de biodiversité. Moi, ça me donne pas personnellement envie d'aller prendre une marche. Mais un beau parc qui foisonne de vie, d'insectes, d'oiseaux, des gens qui font du sport, c'est beaucoup plus agréable. Contribue à une meilleure santé mentale et physique. Je voudrais attirer sur la prochaine diapositive votre attention sur une étude qui est sérieuse, qui a été réalisée par l'Institut national de santé publique du Québec sur le verdissement. Et je vous ai mis le lien, le numéro de la publication au bas de diapositive. Si vous voulez la consulter en ligne, c'est gratuit et disponible en PDF. Donc, plusieurs études suggèrent que les espaces verts urbains sont associés à une meilleure santé auto-rapportée et diagnostiquée, meilleur niveau d'activité physique, un moindre taux de mortalité, moins de symptômes psychologiques, moins d'anxiété, de dépression et de stress, un niveau de cohérence sociale plus important. On est beaucoup au-delà de la contamination. On améliore la santé des gens par le verdissement. Et là, je voulais vous montrer un exemple ici. C'est un exemple de près de chez moi. C'est la brigade verte de dopamine. Dopamine, c'est un organisme dont la mission est c'est de venir en aide et apporter du soutien aux gens qui font usage de drogue. Et ils ont des volontaires, des bénévoles qui nettoient les rues et qui prennent soin des carrés d'arbres dans ce secteur-là. Et c'est une expérience très positive. Pour l'avoir vu de mes yeux, marcher dans cette rue-là, après l'implantation de la brigade verte, je pouvais vraiment voir une différence dans mon milieu de vie. Et on a bien sûr le jardin collectif du Campus 1000. Comme Sarah l'a mentionné au début de la conférence, c'est un terrain qui a été décontaminé. C'est un terrain qui est en construction, qui aurait pu être un problème dans le secteur et qui a été tourné de façon très habile en sciences citoyennes, en jardin collectif, en lieu de rassemblement, peut-être moins cette année, mais on a réussi à créer quelque chose de vraiment unique et favoriser la cohésion sociale dans un lieu qui aurait juste été du bruit puis de la construction, autrement. Donc, par le verdissement et les initiatives d'agriculture urbaine. Je voulais parler aussi de la phytotechnologie. Donc, la phytotechnologie et le verdissement sont souvent interchangeables, mais la phytotechnologie, il faut vraiment se rappeler que c'est du verdissement qui est planifié de façon stratégique. On a l'intention de résoudre une problématique par l'usage des plantes. Par exemple, dans la diapositive suivante, c'est un système de gestion intégrée des eaux pluviales, le parcours Gouin à UNSIC, qui m'a été fourni par Judith La Charité. Très belle photo du pavillon d'accueil. On voit ici les saillies. En fait, c'est un bassin de biorétention. Donc, c'est annexé au stationnement. On a une saillie qui peut être ouverte ou non au bas du bassin. Donc, on peut avoir de l'infiltration dans les sols, donc l'eau qui va vraiment percoler, aller s'infiltrer comme de façon naturelle dans les sols. Ou on peut aussi avoir une aire de biorétention fermée, donc une espèce de grosse cuve, en fait, qui va venir contenir l'eau de pluie. Et on va mettre un substrat qui est poreux là-dedans et on va venir le couvrir de végétaux qui ont différentes spécificités. On peut faire des jardins de pollinisateurs là-dedans, on peut faire de l'agriculture urbaine si c'est pas contaminé. Par exemple,
Sur un toit, par exemple, on peut faire des toits verts, mais j'ai une autre diapositive sur les toits, je vais revenir un peu plus tard. Pour les bassins de biorétention, on peut les voir dans les stationnements, mais on peut aussi les voir dans des aires moins contaminées, comme par exemple au pourtour des centres d'achat. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec les bassins de biorétention dans une ville comme Montréal. Il faut juste une volonté politique pour les implanter. Maintenant, les toits verts. Similaire au bassin de biorétention, les toits verts, on peut faire des toits intensifs et extensifs. Donc, un toit qui est seulement un toit mince ou qu'on n'a pas accès et qui vont seulement servir à, par exemple, augmenter la biodiversité et contenir les eaux pluviales. Mais on peut aussi faire des terrasses, on peut faire des jardins. Et encore une fois, en fonction de la structure du bâtiment puis de l'investissement monétaire qu'on est prêt à faire, puis aussi des incitatifs. Par exemple, la Ville de Montréal peut avoir des subventions, des programmes environnementaux. On peut implanter des toits verts si on n'a pas d'accès pour jardiner, par exemple, dans sa cour, si c'est juste bitumé. Après ça, je voulais vous parler de la phytoremédiation et de la bioremédiation. La bioremédiation, on en a parlé un peu tantôt avec les biopiles. Mais c'est une méthode aussi qui va être combinée avec la phytoremédiation par le fait que les micro-organismes vivent en association avec les systèmes racinaires. Donc, ici, j'ai un exemple, c'est vraiment le concept théorique de la phytoremédiation. Pas nécessairement ce qui se passe sur le terrain, mais c'est le concept derrière tout ça. On a des plantes qui ont la capacité d'accumuler des éléments traces et de les transloquer dans leur partie aérienne. Comme on a mentionné au début, les plantes n'absorbent pas et ne transloquent pas des quantités effrayantes de contaminants. Donc, la phytoremédiation, c'est un processus qui est très lent, très, très lent. Donc, on recherche des plantes hyperaccumulatrices qui ont une capacité accrue d'accumuler des contaminants dans la biomasse aérienne. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. On a aussi un autre aspect important, on parle de la phytostabilisation, mais juste le fait que les contaminants vont dans les systèmes racinaires, sont comme pas, vont dans les systèmes racinaires, donc sont comme stabilisés. C'est beau sur papier, là, à quel point est-ce que c'est efficace. Je préfère parler de la translocation des éléments traces pour les éliminer du site lors du retrait de la biomasse. Et surtout la phytodégradation et la bioremédiation qui sont, d'après mon opinion, ce qui est le plus efficace en phytoremédiation, c'est la dégradation des contaminants, les hydrocarbures pétroliers, par exemple. Donc, ici, on a un schéma. On voit ça peut être, il y a certaines bactéries et champignons qui vont aller manger directement les contaminants, qui vont aller comme les dégrader et les utiliser comme source de carbone. Mais parfois aussi, ils vont utiliser d'autres choses comme source de carbone, mais les déchets métaboliques des micro-organismes vont venir scinter les molécules, puis ils vont participer à leur dégradation dans les sols. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui sont en jeu. Mais en gros, c'est qu'on veut venir dégrader les molécules à même le sol par la présence de plantes et de micro-organismes. Si on passe à la diapositive suivante, les contraintes de la phytoremédiation, les contaminants doivent être suffisamment en surface pour être en contact avec les racines des plantes. Les racines des plantes, une zone racinaire, c'est pas comme 6 mètres. Là. Donc, si la contamination est trop profonde, malheureusement, la phytoremédiation ne sera pas efficace. Donc, c'est efficace davantage pour les contaminants en surface. On va aussi favoriser un système racinaire qui est très dense et fibreux pour maximiser le contact avec les contaminants, avec le sol. Donc, plus le système racinaire a une grande surface de contact, plus on va aller on va maximiser le processus, en fait. Les contaminants doivent être disponibles pour les plantes, mais on en a parlé assez extensivement plus tôt. Si le pH n'est pas bon et le sol n'est pas fertile, ça va être difficile pour les plantes d'aller chercher
les contaminants. Donc, on peut apporter, par exemple, de la matière organique, jouer avec le pH aussi pour rendre les éléments plus mobiles. Ils appellent ça de la phytoremediation assistée avec des... c'est quoi le nom? On va venir ajouter des molécules, par exemple des acides légers qui vont venir déloger les éléments traces pour maximiser la rapidité en fait, de la phytoremédiation. Beaucoup plus efficace pour les contaminants organiques que métalliques. Et la nécessité aussi d'entretenir le terrain. Donc, c'est pas une méthode qu'on va juste implanter puis qu'on va revenir 20 ans plus tard et que ça va être fait. Si on a une contamination métallique, on doit aller sur le terrain, aller retirer la biomasse et la traiter. Donc, puis pour la traiter, souvent, ça va être traité comme un contaminant, une matière contaminante. Donc, ça peut être ou enfoui ou brûlé, incinéré pour vraiment réduire et concentrer les éléments traces au maximum dans le plus petit volume possible. J'ai même entendu parler des phytomides. Donc, si la concentration en éléments traces est tellement importante, on peut aller rechercher et recycler les éléments, même les centres, sur papier. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est, je pense, le plus gros problème de la phytoremédiation? La plus grande contrainte, c'est que c'est lent. C'est un processus que c'est pas rentable pour un promoteur immobilier, par exemple, qui veut changer le zonage d'un terrain, de faire la phytoremédiation pendant 15 ans pour changer le niveau de contamination dans le sol. C'est plus rentable de juste tout prendre, aller le porter, puis mettre du grand blé neuf. Donc, c'est une des contraintes. Et une autre contrainte majeure aussi, c'est la grande difficulté de se plier aux exigences demandées pour l'octroi d'un permis. Donc, si on veut décontaminer le sol pour le changement de zonage, par exemple, ça va prendre un permis et ça prend un agenda de décontamination, de dire c'est quoi les objectifs, en combien de temps est-ce qu'on veut faire ça. Puis avec la phytoremédiation, comme c'est un processus plus lent, puis on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va devenir des paramètres physico-chimiques du sol. C'est difficile de quantifier c'est quoi les avenues de la phytoremédiation. Sur la prochaine diapositive, je voulais justement le mentionner, il y a des subventions qui sont données par la Ville de Montréal pour décontaminer les sols, mais je voulais insister sur ça, c'est pour y investir à court terme et favoriser l'utilisation de technologies de traitement éprouvées pour la décontamination des sols in situ. La phytoremédiation, elle ne s'est pas éprouvée comme technique à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que ça prend beaucoup de temps et ça ne rentre pas dans les cadres réglementaires à l'heure actuelle. Par contre, sur la diapositive suivante, selon le bilan sur la gestion des terrains contaminés en 2010, ça date d'un peu, mais plus ou moins 65% des terrains québécois sont contaminés aux hydrocarbures. Plus ou moins 26% sont contaminés aux hydrocarbures aromatiques monocycliques et métaux traces métalliques ensemble, donc une contamination mixte, et 23% le sont avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La phytoremédiation est plus efficace avec les hydrocarbures pétroliers qu'avec les métaux. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais aussi, il y a beaucoup de sites qui sont contaminés avec des aromatiques monocycliques. Donc, ça, c'est des chaînes moins complexes que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des chaînes de cycles. Donc, beaucoup plus longues à dégrader qu'une chaîne monocyclique. Donc, il y a quand même du potentiel pour décontaminer des sites avec la phytoremédiation, particulièrement si c'est un site qui n'a pas nécessairement de vocation, qui n'a pas de promoteur immobilier qui a envie de le décontaminer pour changer le zonage. Si c'est un site laissé à l'abandon puis que quelqu'un veut faire une initiative puis se lancer, c'est un peu ardu pour chercher le permis, mais ça serait dans cette optique-là, je pense, que la phytoremédiation serait le plus approprié. Si on pense, oui, ça prend 20 ans, mais si il y a 20 ans, on avait végétalisé ces sites-là, ces terrains-là, bien aujourd'hui, peut-être qu'ils seraient plus contaminés en hydrocarbures pétroliers.
Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Et ici, la dernière diapositive déjà. Les terrains abandonnés, c'est souvent pas des terrains stériles que rien ne pousse. Généralement, ça va être une végétation spontanée qui va prendre le dessus, en fait. Et puis, c'est un terrain qui va tomber en friche. Peut-être que c'est en train de se faire bioremédier, en fait, à l'heure actuelle et qu'on ne sait pas. Donc, c'est important de garder aussi les données à jour. Donc, ça revient aussi un peu avec la citation que j'avais mentionnée avec le maire de Rosemont qui disait « On veut vraiment savoir ce qui se passe avec ces sites-là. Il faut savoir, il faut les caractériser, il faut aller chercher c'est quoi la contamination, c'est quoi la profondeur. C'est beaucoup plus complexe que juste le registre des sols contaminés du Québec. Donc, ça demande du temps et ça demande de la volonté pour résoudre ce problème-là. Et oui, c'est ça. Si on peut, avec un peu de volonté puis avec un peu de connaissance, changer peut-être la vocation de ces sites-là dans les 25 prochaines années, mais au moins, on améliore la qualité de vie des citoyens de demain, en fait. Donc, j'ai terminé. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Esther, pour ta présentation généreuse en contenu. Je suis contente que c'est enregistré, comme ça on va pouvoir aller réécouter des bouts sur les aspects plus techniques. En fait, on avait quelques questions du public. Est-ce que la décontamination avec les sols est réglementée par la loi? Mais c'est pas nécessairement le sol qui est réglementé par la loi, c'est la contamination en soi. Le sol est beaucoup utilisé parce que c'est une plante à croissance rapide. Donc, c'est, par exemple, le laboratoire où je faisais ma maîtrise, c'est des grands ferments de saule. Le saule a vraiment beaucoup de côtés bénéfiques. Par exemple, il va aller absorber des racines qui sont très profondes, qui vont se développer rapidement. C'est très, très résilient aussi. On peut couper très, très bas la biomasse. À chaque année, en fait, on peut vraiment aller comme retirer beaucoup de biomasse. Ça va repousser avec plus de vigueur encore. C'est un candidat vraiment important en future médiation. Et d'ailleurs, il y a des recherches qui sont faites à l'heure actuelle pour essayer de valoriser la biomasse du sol après qu'on l'ait retiré du site. Donc, on va aller essayer de chercher des molécules intéressantes, par exemple industrielles, ou on va aller essayer de chercher, par exemple, faire du bioéthanol, des choses comme ça. Ils vont avoir beaucoup de recherches qui vont être faites à l'heure actuelle là-dessus pour essayer de valoriser la biomasse parce que c'est un problème quand même. Fait qu'on décontamine, mais on essaie de décontaminer. Alors ça, on se retrouve avec de la biomasse. Il faut gérer cette biomasse-là. Fait que le sol, c'est un excellent candidat, mais je ne crois pas que c'est plus réglementé qu'une autre espèce végétale. C'est vraiment la méthode en soi qui va être réglementée. Marie-Christine nous demande, lorsque certains végétaux absorbent des contaminants, est-ce que ceux-ci peuvent être totalement éliminés, pas seulement des sols, mais aussi des végétaux? Si oui, comment? Ça dépend du contaminant. Si c'est, par exemple, un contaminant organique, une molécule de pétrole, par exemple, oui, ça peut être scindé par exemple, les micro-organismes et ça va générer des produits métaboliques comme par exemple du carbone, du CO2, des sucres, par exemple, un produit métabolique des bactéries, qui ne sont pas nécessairement la molécule, mais qui c'est ce que la bactérie va rejeter ou les champignons. Il y a certaines évidences que les plantes peuvent faire ça aussi, scinder certaines molécules. Donc, elles sont simplement dégradées et les éléments chimiques à l'intérieur de la molécule vont être réutilisés pour faire d'autres choses par ces organismes-là. Dans le cas des métaux, les métaux, c'est des éléments qui ne se dégradent pas. Donc, il faut les récupérer et les recycler. On nous demande, pouvez-vous expliquer le principe des plantes hôtes? Ah oui! Les plantes hôtes, c'est
bonne, c'est difficile à expliquer. Une plante hôte, c'est une plante qui va accueillir une espèce désirée, par exemple. Par exemple, dans le cas des carottes, puis c'est la plante hôte des coccinelles, dans mon exemple. C'est une espèce que par exemple, dans cet exemple précis-là, les coccinelles vont avoir tendance à aller mettre leurs œufs par exemple, le feuillage. Et donc, fait qu'on l'appelle une plante hôte. Mais c'est pas comme dans le sens parasitique. Parce qu'on va dire aussi qu'on est un hôte quand on a un parasite, mais là, on va parler d'une association bénéfique entre la plante et un autre organisme. Donc, c'est une plante hôte. Le monarque et la slépiade que tu avais donné. Exactement, oui. Avez-vous le nom scientifique de la plante dont vous venez de parler? Le Red Scarlet. Ah, ben attends une minute. Je peux aller chercher ça rapidement. En fait, il n'y aura pas de nom scientifique. Oui, il va y avoir un nom scientifique, mais en fait, c'est un cultivar. Donc, par exemple, ce ne sera pas comme tantôt, j'ai mentionné Pteris vittata. Là, on va parler d'une espèce sauvage, mais on va parler d'un cultivar. Donc, ça va être un haricot Red Scarlet, j'imagine. Mais si je fais haricot, on va le trouver. Donc là, tu cherches simplement sur oui, okay. Absolument. Le haricot d'Espagne. Donc, c'est pas le nom scientifique, mais ça va être le nom commercial sur lequel on peut le trouver. C'est un haricot d'Espagne. Je l'ai ici. Est-ce que c'est le bon? Oui, Phaseolus coccineus. Coccineus est associé à la couleur rouge souvent. Donc, probablement à cause de la belle fleur rouge que ça produit. Donc, en fait, c'est une légumineuse. Les légumineuses sont bonnes pour enrichir le sol en azote. Et en plus, la fleur est comestible. Fantastique. Josée me demande qu'à Montréal, il y a des contaminants qui reviennent plus souvent. Donc, puis non seulement ça, mais très bonne question à savoir, est-ce qu'il y a des plantes particulières qui peuvent aider à les éliminer? Je ne connais pas de façon spécifique quelle plante a une affinité particulière avec, par exemple, les métaux. Et si je savais ça, je serais probablement riche. Mais quand c'est des contaminants organiques, c'est vraiment les excédents racinaires des plantes en association avec les micro-organismes qui vont venir avoir un écosystème qui va venir favoriser la dégradation des contaminants, les contaminants organiques. Quand on parle de métaux, c'est vraiment du cas par cas. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour aller chercher des exemples pour la phytoremédiation. La phytuque rouge est souvent utilisée. La phytuque, quoi d'autre? Le tournesol. Le tournesol, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Le lin aussi est utilisé. On va parler du saule. Il y en a d'autres. Mais si vous cherchez plantes utilisées en phytoremédiation, on peut trouver la liste des plantes qui ont été testées avec des résultats plus ou moins probants. Mais oui, la phytuque, le trèfle, le saule, le tournesol. La famille des tomates. La famille des tomates, les solanacées, ont tendance à absorber davantage les éléments comme le cadmium, par exemple. Je sais qu'il y a une affinité avec les solanacées et le cadmium, donc il faut faire attention. Mais je ne les connais pas toutes par cœur, mais c'est une information qu'on peut trouver. Là, si quelqu'un est intéressé, c'est facilement accessible en ligne. Puis les principaux contaminants qu'on retrouve à Montréal, c'était quoi? Les hydrocarbures pétroliers. OK, c'est ça. Okay, Merci. On aurait une dernière question de Rémi qui nous demande il a entendu dire que les terres agricoles étaient, à cause de leur surexploitation, de moins en moins riches en phosphore et que cela pouvait devenir un danger dans les années à venir. Est-ce que tu es familière avec ce problème-là? J'ai jamais entendu parler qu'il manquait de phosphore. Un des problèmes avec le phosphore, c'est que le phosphore va venir se lier très, très solidement avec le sol et qui devient
il va devenir non disponible. Donc, c'est une des raisons pour laquelle est-ce qu'on met beaucoup de phosphore pour les plantes pour qu'elles puissent l'absorber rapidement puis qu'on en réapplique de façon peut-être plus régulière que juste de la matière organique. Je sais que le phosphore, c'est problématique. Je ne sais pas si c'est en lien avec la surexploitation des terres agricoles, mais clairement, il y a du lessivage de phosphore qui se fait puis à cause de la surapplication du phosphore, à cause que c'est peu disponible pour les plantes. Donc, ça, c'est une autre problématique pour l'environnement. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce que si on ajoute du compost, par exemple, ça peut aider à la structure du sol, puis aider à la mobilité des... Est-ce qu'il y a des façons d'aider à la mobilité des nutriments dans notre sol? Oui, mais la matière organique, le compost, c'est particulièrement bien. Le sable aussi. Si on a un sol très, très compacté, on va rajouter des éléments nutritifs et organiques pour venir refaire la flore microbienne, si on veut dire. On va venir enrichir le sol avec des composés organiques que les micro-organismes vont dégrader et qui, là, par l'ajout des micro-organismes et des plantes, elles vont créer davantage de sols fertiles. Par exemple, si on ajoute des légumineuses qui vont venir fixer l'azote dans le sol. Donc, c'est très dynamique. Donc, quand on commence à améliorer la qualité du sol, par exemple, si on améliore la granulométrie dans le cas d'un sol très, très argileux, par exemple, qui manque de drainage, qui garde l'eau très longtemps, pas nécessairement bon pour des plantes qui aiment les sols bien drainés. On peut rajouter, par exemple, du sable et de la matière organique, comme du compost, pour aller aérer le sol, créer un climat plus propice. Et bien là, ça va enchaîner une espèce de réaction en chaîne qui va créer... Comme un cycle vertueux. Pardon? Un cycle vertueux, un peu. Exactement. On va avoir des micro-organismes bénéfiques qui vont venir aller solubiliser les éléments traces dans le sol et les rendre disponibles pour les plantes. Et c'est ça. Bien, merci beaucoup. En fait, c'est ça, on a déjà dépassé un peu notre temps pour ce soir. Merci pour ta générosité de nous partager tous ces savoirs. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. J'avais tellement de choses à dire. Je pense que des fois, il va falloir réécouter certains bouts. J'ai l'impression que je m'ai haché mes mots. Alors, j'espère que j'ai été claire dans mes diapositives. Si on veut en savoir plus sur ton organisme Phytoaction, où est-ce qu'on peut trouver l'information? Sur le site web de Phytoaction, www.phytoaction.com ou .org, ou sur le Facebook de Phytoaction. On publie régulièrement des études, des articles. On a deux membres de Phytoaction qui sont en France en ce moment, qui sont en Europe, donc qui vont aller couvrir aussi ce qui se passe là-bas. On a des membres à Montréal également. Et moi, nouvellement dans l'Ouest. Donc, c'est intéressant. On essaye d'être dynamique sur notre page Facebook. OK, bien, fantastique. Donc, on va vous suivre. Donc, c'est ça, Elisabeth te remercie en disant que c'est très intéressant. Et puis, en fait, nous, c'est ça, on va tenter de pratiquer l'agriculture urbaine d'une façon sécuritaire à la maison. Dernière petite question, toi, comment tu te sens par rapport à l'agriculture urbaine dans les saillies de trottoir? Vraiment au niveau... Est-ce que tu favoriserais plus un aménagement pour les pollinisateurs comme tu nous as parlé ou? Je pense que moi, personnellement, je préférerais des bassins de biorétention, des jardins de pollinisateurs, pour vraiment les eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales par les saillies de trottoir. Parce qu'on a beaucoup de saillies de trottoir à Montréal, donc on pourrait vraiment faire une différence sur les espaces bitumés si on commençait à verdir ces espaces-là. Par contre, je ne sais pas à quel point je serais prête d'aller chercher comme une tomate là, en plein milieu d'un boulevard. J'aurais des réticences. Mais clairement, des fleurs, des espèces florifères, des jardins de pollinisateurs, des systèmes de biorétention, all in. Oui.
Ben, merci beaucoup, Esther. Merci. Merci, vous, à la maison, d'être resté avec nous jusqu'à la fin de ce 6e mercredi découverte. Donc, on espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour parler cinéma, médias alternatifs et urbanité avec les réalisateurs du film participatif de Field Trip et l'experte en cinéma Viva Paci. Donc, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et on se voit la semaine prochaine.